Amis internautes, vous qui nous suivez sur www.gms.sn, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Horizon d'hiver. Le 26 septembre 2002, peu avant 23 h, au large des côtes gambiennes, le Joola coulait. À l'aube, ce fut avec frayeur, désarroi, mais surtout avec une indescriptible tristesse que les Sénégalais furent réveillés. Le bateau le Joola, qui assurait la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, s'était renversé en moins de 10 minutes à 40 km des côtes gambiennes, occasionnant ainsi la mort de près de 2000 personnes. C'est en ce jour la plus grande catastrophe maritime civile mondiale. 14 ans après ce naufrage, où en sommes-nous exactement? L'heure est au bilan. Où en est le dossier? Juridiquement parlant, les pupilles de la nation, est-ce qu'aujourd'hui les Sénégalais ont tiré les leçons de ce naufrage? C'est de tout cela qu'on va parler aujourd'hui sur ce plateau avec M. Moussa Sissoko, qui est le président de l'association des familles des victimes et rescapés du Joola. Il y a également M. Eli Bernard Diatta, qui est le chargé des affaires juridiques. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, aujourd'hui, 14 ans se sont écoulés. 14 ans vraiment, et on sent que la douleur est toujours là, la tristesse est toujours là. Il y a des familles qui jusqu'à présent, à défaut d'avoir retrouvé le corps de leurs parents, n'ont toujours pas réussi à faire leur deuil. 14 ans après, quel bilan faites-vous de ce dossier? Oui, je crois que le bilan à mi-parcours peut s'inscrire à deux niveaux. D'abord en termes d'actifs des réalisations et l'autre partie par rapport à ce qui reste à faire. En termes d'actifs de réalisation, je crois que l'association a pu faire en sorte que l'État a pu indemniser toutes les familles de victimes qui ont eu à déposer un dossier. Sur les 1953 victimes recensées, je crois que nous avons pu payer, bon, peut-être que payer c'est trop dire, mais soutenir 1400 familles de victimes. En sus de cela, l'association avait réclamé en son temps, avant l'arrivée d'aucun bateau, il faudrait faire le toilettage du port de Ziguinchor, parce que le quai était complètement délabré. Complètement caillassé, et je crois que c'est ce qui a permis à l'État de reconstruire le quai de pêche, le quai du port de Ziguinchor, en l'augmentant jusqu'à 6 mètres dans l'eau pour rendre ce quai conforme aux normes standards. Également, nous avons demandé à ce que le hangar qui constituait entre guillemets la gare maritime soit reconstruite, soit reconstruite, soit mise dans les dispositions internationales. Donc je crois que c'est ce qui a permis à l'État également de construire une gare maritime qui répond aux standards internationaux. À Ziguinchor, à Dakar, au niveau de Kafountine, il n'y avait pas de quai parce que le bateau venait à bord et les passagers prenaient des pirogues parce que le bateau n'avait pas là-haut accosté. Donc ça a permis également à l'État de mettre en place ce qu'on appelle un quai à Carabane. À cela s'ajoute la venue du nouveau bateau Aline Sitoé Diatta qui a été construit dans les chantiers navals de l'Allemagne. En outre, il y a l'arrivée de 2 autres nouveaux bateaux, Agen et Jambon. Et également le dragage du fleuve Casamance, parce que vous n'êtes pas sans savoir, pour des raisons de sécurité, pour éviter ce qui est arrivé au Joola se reproduise par rapport aux autres bateaux qui viennent d'arriver, il était bon de désensabler le fleuve avec ce qu'on appelle ce projet de dragage du fleuve Casamance. En sus de cela, le ministre des Affaires maritimes
en rapport avec, dans le cadre d'un projet Orio, va étendre le port de Ziguinchor jusqu'au quai de Boudodi pour permettre à ce port d'avoir une dimension internationale pour accueillir, comme on dit, les plus gros navires. Donc je crois que ça, entre autres, constitue ce que nous avons pu réaliser. Il s'y ajoute la prise en charge des orphelins du Diola qui ont été déclarés pupilles de la nation par l'État. Et sur ce, je crois que la loi a été votée en 2006 et qui avait un caractère rétroactif. Mais malheureusement, au démarrage de la prise en charge en 2012, un décret à caractère immédiat a exclu plus d'1 millier d'enfants orphelins. Mais ce qu'il faudrait retenir, l'Office joue bien son rôle par rapport à la prise en charge de cette minorité. Mais pour nous, il est important également de faire respecter la loi. Parce qu'une loi est toujours au-dessus de tout. Un décret ne peut pas venir supplanter une loi. Donc voilà, de manière ramassée, l'ensemble des réalisations que nous avons eu à faire en relation avec l'État. Au-delà de cela, je crois qu'il y a beaucoup aussi qui reste à faire. Surtout la question relative au renflouement du Diola. Je crois que c'est une question centrale auquel les familles accordent une attention toute particulière. La première raison, c'est pour des raisons de sécurité. Parce que le Diola gît dans une voie marine. Donc c'est pour éviter demain qu'il y ait une autre catastrophe. Un autre bateau vient heurter le Diola et amener une autre catastrophe. Donc, par réflexe de sécurité, nous avons demandé à ce que le bateau soit renfloué. La deuxième raison, c'est que nos traditions, nos coutumes, nos us et coutumes démontrent que nos morts sont ensevelis sous terre, mais jamais dans la mer. On n'a jamais vu de tombe marine. Donc, ne serait-ce que par respect à la dignité et à la vie humaine, il faudrait renflouer pour permettre à ces familles-là non seulement de porter le deuil, mais à ce que nos chers disparus aient une sépulture digne. Et la troisième raison, c'est ce que je viens d'annoncer tout à l'heure, c'est que nombreuses sont les familles de victimes qui n'arrivent pas toujours à porter le deuil parce que simplement le bateau n'a pas été renfloué. Culturellement, sociologiquement, traditionnellement, cela ne leur permet pas de déposer un dossier d'indemnisation tant que le Diola n'est pas renfloué. Donc je crois que... Si je comprends bien, c'est vraiment capital pour les familles que le bateau soit renfloué. Absolument. Donc nous allons revenir sur ça peut-être tout à l'heure. Monsieur Diatta, tout à l'heure, Monsieur Sissoko parlait du désenclavement. Donc on a remarqué qu'en plus du nouveau bateau Aline Sitoé, il y a eu 2 bateaux qui se sont ajoutés à lui, donc qui après 18 mois sont tombés en panne. Quelle est votre appréciation par rapport à cette situation? Bon, là c'est d'abord pour compléter les réalisations de l'État. Il y a l'université à Sansek, parce qu'on avait demandé en son temps au président Ouad qu'il faut impérativement avoir une université à Ziguinchor parce qu'il y avait 450 étudiants et nouveaux bacheliers qui sont restés dans le Diola. Absolument. Ça aussi, ça fait partie des réalisations. C'est vrai qu'il y a eu la venue des 3 bateaux à Aline Sitoé, à Guéné Djambogne. Mais récemment, nous avons appris que ces 2 bateaux étaient tombés en panne. Donc nous n'avons aucune appréciation sur les raisons pour lesquelles les bateaux ne fonctionnent pas. Et nous pensons que la COSAMA doit communiquer dans ce sens, parce que c'est important. En tant que passager, les populations doivent savoir exactement ce qui se passe. Si le bateau est défectueux, qu'on le dise aux populations et que toutes les mesures idoines soient prises pour ne pas qu'un phénomène du Diola se reproduise. Mais nous, en tant que famille de victimes, nous sommes en train de démarcher pour essayer de savoir exactement ce qui ne va pas. Et en rapport avec les autorités, s'il y a des choses à faire, nous n'hésiterons pas d'échanger avec ces dernières pour vraiment le syndrome du Diola. Parce qu'on ne souhaite pas, comme le président a eu à le rappeler ce matin,
que ça se reproduise au Sénégal, parce que c'est vraiment très difficile à supporter. Voilà, c'est difficile à supporter. On a remarqué également que la place des naufragés qui avait été construite auparavant a été détruite par la municipalité. Et jusque-là, bon, aucune autre place n'a été érigée pour remplacer. Comment ça se passe et comment les familles vivent ça? Là, je profite de l'occasion pour remercier M. le maire parce que c'est notre partenaire privilégié. Il a toujours été là quand on a besoin de lui. Et pour le mémorial musée, il a mis 5 hectares à la disposition des familles de victimes. Donc nous tenons vraiment à lui dire un grand merci dans ce sens. Mais nous avons aussi eu des échanges avec M. le maire concernant la stèle, la place des naufragés. Parce que dans sa lecture, c'était tout simplement pour l'élargir, essayer de l'agrandir et de refaire la place. Bon, c'est vrai que ça prend du temps, les gens en ont besoin, mais j'espère que M. le maire va régler cette question le plus rapidement possible pour que les familles, par exemple, aujourd'hui, à la sortie, quand les familles venaient de la messe, elles se sont dirigées vers la selle, mais il n'y a rien sur place. Donc j'espère que les autorités prendront toutes les dispositions, municipales je veux dire, toutes les dispositions pour refaire la place, exactement comme veut le faire M. le maire. Voilà, M. Sissoko, des cimetières ont été mis en place spécialement pour les victimes du Diola, notamment à Mbao, à Kanten, à Kabadjor, ainsi de suite. Mais est-ce que ces cimetières sont bien entretenus? Parce qu'on se rend compte que chaque année, à l'approche de la célébration du bateau, et c'est là que les gens se lèvent pour aller nettoyer et tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Est-ce que ce ne sont pas des endroits qu'il faut entretenir chaque jour et sans relâche? Oui, je crois que ça devait se passer comme ça, parce que c'est des lieux pour nous qui sont très sacrés. Il est vrai que les cimetières de Kanten et de Mbao bénéficient des soutiens des collectivités locales, mais cela se réalise à l'approche des commémorations. Les cimetières de Kabadjo et de Bassouri en Gambie ne bénéficient pas du soutien des autorités. Ce sont les populations elles-mêmes qui, à l'approche de chaque commémoration, tentent de faire les travaux de désherbage et d'entretien du cimetière. Donc je crois que, comme vous l'avez si bien dit, un lieu sacré est éternel. Ça veut dire que l'entretien ne doit pas se faire de manière occasionnelle. Chaque période, que ce soit de manière rotative, chaque mois ou chaque 2 mois ou chaque 3 mois, je crois que les autorités doivent aller au niveau de ces lieux-là. Mais si on pouvait améliorer davantage, voir un programme rotatif mensuel ou bimensuel pour que chaque fois les autorités s'y rendent pour nettoyer davantage et embellir le lieu. Mais attendre à quelques encablures de la commémoration pour aller désherber et faire le badigeonnage, certes c'est bien parce que c'est pour permettre le jour que les gens se retrouvent dans un cadre assez propice, mais je crois que ça ne se limite pas seulement au jour des commémorations. Les tombes doivent être entretenues, les cimetières doivent être entretenus tous les jours de manière périodique. Donc j'estime que ça aussi, nous allons lancer l'appel aux autorités et nous l'avons dit déjà à l'autorité centrale pour voir dans quelle mesure améliorer l'entretien de ces cimetières-là. Monsieur Diatta, des mandats d'arrêt internationaux ont été envoyés aux différents responsables qui ont été impliqués dans le naufrage. Mais on s'est rendu compte que ces dossiers ont été traités de façon diplomatique. Ça n'a abouti qu'à des pourparlers diplomatiques. Est-ce que cela veut dire que le dossier du Diola est une affaire d'État qui dépasse vraiment
les capacités de la justice, et aussi bien française que sénégalaise, parce que nous savons qu'il y a des familles françaises qui ont déposé plainte contre l'État du Sénégal. Avant de répondre à la question, je voudrais revenir sur l'aspect des cimetières. C'est pour vous expliquer que c'est juste après le Diola que personnellement j'ai compris l'importance d'un cimetière. Parce qu'ici nous avons l'habitude, quand quelqu'un décède, il y a tout un processus qu'il faut suivre. Il faut d'abord le laver, prier pour ce dernier, ensuite l'amener au cimetière. Et quand vous voulez pleurer, vous avez quelque part où pleurer ou bien pour prier. Mais ce qui fait la particularité du Diola, c'est qu'il n'y a pas de cimetière, il n'y a rien. La majorité des familles, par exemple sur 2000 victimes, on retrouve seulement 551 corps repêchés et des corps dans des états vraiment très déplorables. Donc la majorité des familles n'a pas ce lieu-là pour se recueillir. C'est ça qui fait mal en fait. Et moi je l'ai compris en 2002 parce que je ne voyais pas l'importance de ce lieu. C'est seulement pendant cette période que j'ai compris que le cimetière est fondamental. Comme on l'appelle dernière demeure, cette demeure doit être entretenue. Pour revenir à la question des mandats d'arrêt, je pense que entre l'État du Sénégal, c'est vrai qu'au début, ici au Sénégal, on a déclaré un non-lieu, c'est-à-dire il n'y a pas de responsable. C'est ce qui est extraordinaire encore pour le Diola. C'est-à-dire que le bateau a navigué tout seul. Le bateau est venu tout seul, il est sous la responsabilité de personne. Donc, je ne sais pas maintenant comment le bateau a pu embarquer des gens et comment il a pu se déplacer tout seul, s'il n'y a aucun responsable. Et ce qui est paradoxal, c'est quoi? D'emblée, en 2002, le président Wade disait que l'État est responsable. Et quand il parle de responsabilité, il parle de préjudice, il parle d'effets générateurs, des liens de causalité. Donc si l'État est responsable, au moment où les enquêtes se faisaient, au moment où il y avait, la justice devait se dire, le procureur nous déclare un non-lieu. Donc là, il y a un paradoxe total, ça pose problème. Et ce qui fait encore, ce qui dérange dans ces démarches juridiques, c'est quand le dossier a été, la plainte a été déposée en France avec les associations françaises. Les familles sénégalaises avaient un espoir, un très grand espoir, que la justice serait dite en France. Parce que jusque-là, on prenait la France comme une référence en termes de droit. Mais ce qui est dommage, la France ressemble de ce point de vue au Sénégal. Bon, ça ne surprend personne parce qu'on a été colonisé par les Français. Donc s'il y a un non-lieu en France et un non-lieu au Sénégal, alors qu'il y a des responsables, il y a problème. Mais je dirais que c'est un problème diplomatique, comme vous l'avez si bien dit. Donc les deux nations n'ont pas voulu rentrer dans les détails pour vraiment situer les responsabilités. Mais je dirais encore une fois que le temps est à notre faveur. Parce que le temps n'est pas un ennemi pour nous, mais c'est l'ennemi de l'État. Parce que nous avons le temps, nous sommes là. Et je pense qu'une démarche va s'opérer en ces termes. Donc une démarche pour reposer le problème du Diola à un autre niveau. Parce que si ce n'est pas possible au Sénégal, ce n'est pas possible en France, c'est possible au niveau des Nations Unies. Donc le président a eu à le dire ce matin, un collectif sera mis en place et le dossier sera transmis au niveau des Nations Unies pour que la justice soit faite. Mais je suis très déçu parce que le Sénégal est réputé pour sa teranga. Et quand vous dites le pays de la teranga, ça dit que le Sénégal met l'homme au centre de ses préoccupations, l'homme premier, le sens de l'homme premier. Et si l'homme est au centre des préoccupations et que cet homme se retrouve au fond de l'océan, on ne peut même pas le sortir de là. Il y a paradoxe, c'est-à-dire il n'y a pas respect. C'est-à-dire je ne peux pas le qualifier quoi, il y a des problèmes. Il n'y a pas de justice. Il y a même des violations en termes de droits de l'homme. L'homme est dans l'eau. Pour reprendre les propos de Monseigneur Jacques Sarr qui dit on ne peut pas laisser à la mer tant d'êtres qui nous sont chers et faire comme si de rien n'était. Donc pour un pays qui se considère comme étant, comme un pays qui met au centre des préoccupations l'espèce humaine, un pays qui a ratifié pratiquement toutes les conventions des droits de l'homme, c'est ce même pays qui laisse l'homme au fond de l'océan
Et c'est ce même pays qui refuse de dire le droit du moins. Je dis, moi je pense que nos juges vont se rattraper. Parce que je ne peux pas concevoir que les choses vont continuer dans ce sens. Parce que sinon ça serait une honte nationale et une honte internationale. Nous avons de très bons magistrats ici. Nous avons une justice. Je pense que la justice va se rattraper. Parce que si le droit n'est pas dit et que ça continue dans ce sens, il n'est pas dit au Sénégal, il sera dit à un autre niveau beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus important. Et de toute façon, je sais que dans ce combat, nous sortirons vainqueurs. Ça, c'est sûr. Voilà, dans ce combat, certainement, on le souhaite, vous allez sortir vainqueur. Au lendemain du naufrage, beaucoup de questions se sont soulevées. Les gens ont commencé à se poser la question sur la discipline des Sénégalais. Les gens ont commencé à se remettre en cause. Et vraiment, le naufrage a imposé un examen de conscience aux Sénégalais sur le civisme, la citoyenneté, la discipline et tout ça. 14 ans après, pensez-vous réellement que les Sénégalais ont tiré des leçons du naufrage? Je pense que juste après le Joola, l'État avait pris des mesures sécuritaires, comme par exemple les surnombres dans les véhicules de transport, etc., le port de casque et autres. Mais juste après ça, les Sénégalais sont revenus à leurs vieilles habitudes. Et ce qui se fait actuellement est beaucoup même plus dangereux que le Joola. Donc, à mon avis, il va falloir que l'État prenne ses responsabilités parce que cette indiscipline ne peut pas continuer. Mais aussi, quand on parle d'indiscipline des Sénégalais, quand on fait la corrélation entre cette indiscipline et ce qui s'est passé dans le Joola, c'est vrai qu'il y a un comportement des populations pour le Joola, mais aussi il y avait un comportement de l'autorité. Par exemple, ce n'est pas les populations qui vendaient des billets et le monsieur qui était chargé de vendre les billets, c'est un agent de l'État. Donc il y a une grosse part de cette indiscipline qui revient à l'État. Donc ce monsieur savait que le bateau prenait 500 personnes, il a vendu 2000 billets. Et si par exemple on veut éradiquer ce phénomène, ça doit commencer d'abord au niveau étatique. Parce que le phénomène, ce n'est pas seulement au niveau des populations. Si on voit dans les offices, dans les bureaux, etc., on voit ces choses qu'on retrouve dans la rue. Donc il va falloir bâtir un nouveau type de Sénégalais. C'est comme si on devait refaire la brique au Sénégal. Ça demande une haute éducation. Le Sénégalais, excusez du terme, doit être rééduqué. Donc le Sénégalais, on doit lui apprendre certaines choses. Vous venez si bien de le dire, jeter des ordures dans la rue, même déverser des fosses septiques dans la rue, etc. Donc faire du n'importe quoi dans la rue et dire que Yonungour en Wolof, si vous permettez. Donc il va falloir bâtir un nouveau type de Sénégalais, mais ça sera difficile sans l'apport de l'autorité. C'est l'autorité qui doit d'abord exercer son pouvoir régalien, pour vraiment inviter, pousser les populations à vraiment respecter la loi, à respecter, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, sans la discipline, le Sénégal ne peut pas se développer. Donc le développement, sa base, c'est d'abord la discipline, le comportement. Et ça, c'est vraiment primordial pour notre pays. Monsieur Cicero, votre réaction par rapport à cela? Monsieur Élie Jean-Bernard a fait le tour d'horizon. Parce que simplement, pour nous, nous considérons que ce qui est arrivé avec le Joola, où 2000 personnes ont péri, devait servir d'exemple aux Sénégalais. C'est comme on le disait souvent, ne pas oublier le Joola, c'est faire attention à sa vie et à celle des autres. Mais malheureusement, et il faut le dire, le Sénégalais ne se retrouve que dans le désordre. Et que cela, je crois qu'il faudrait une politique étatique forte, dénommée tolérance zéro. Cela veut dire que quand on définit des normes, celui qui ne les respecte pas, véritablement, qu'on te châtie.
c'est-à-dire éviter le masla, éviter le clientélisme politique. Cela nous aiderait à discipliner, entre guillemets, les Sénégalais. Et tant que cela ne se réalise pas, je crois que non seulement nous irons de catastrophe en catastrophe, mais il nous serait aussi difficile de se développer. Parce que le développement, c'est une question de mentalité. Donc, si aujourd'hui les Européens semblent être développés, c'est parce que mentalement, ils sont préparés, ils sont disciplinés. Là où il faut faire la queue, il faut faire la queue. Là où il faut attendre, il faut attendre. Mais malheureusement, au Sénégal, tel n'est pas le cas. Donc je crois que c'est pourquoi pour nous, chaque fois nous revenons sur le Diola pour permettre aux Sénégalais de faire cet examen de conscience pour en tirer une leçon. Donc nous jouons toujours notre rôle de sentinelle et d'alerte pour permettre à ces Sénégalais de changer de comportement pour éviter de mettre en péril la vie des Sénégalais. Nous arrivons au terme de cette émission. En cette journée commémorative, quel est votre message à l'endroit des populations? C'est de dire aux populations que le Diola ne peut pas être oublié. Personne ne doit oublier une telle tragédie. Au Sénégal, on a l'habitude de dire que nous sommes tous des patriotes. Mais le patriotisme sénégalais, j'en doute, honnêtement, parce que si je regarde les Américains avec la commémoration du 11 septembre, ça veut dire que c'est tous les Américains à l'intérieur des États-Unis comme à l'extérieur des États-Unis qui observent une minute de silence à la mémoire de leurs chers compatriotes disparus. Mais malheureusement, ici au Sénégal, avec le Diola, vous interrogez quelqu'un à 2 jours ou 1 jour de l'événement, il ne sait même pas que demain ou dans 2 jours, c'est l'anniversaire du naufrage du Diola. Les gens ont oublié. Donc j'en appelle à la conscience des populations pour leur montrer que véritablement, notre patriotisme, nous devons commencer à le mettre en valeur à travers un événement pareil qui est le naufrage du Diola. Pour montrer au reste du monde, les Américains, les Français, qui ne sont pas plus patriotes que nous. Et ce qui le démontre également, c'est qu'aux États-Unis, nous avons vu la Convention des Casamancés qui célèbre chaque année le 26 septembre au niveau des États-Unis. Parce que simplement, c'est des compatriotes qui ont vu comment les Américains célèbrent le 11 septembre. Donc je crois que ça aussi c'est extrêmement important. Donc ce n'est pas un patriotisme béat ou bien un patriotisme de nom. Il faudrait qu'il soit véritablement un patriotisme digne de son nom pour permettre aux uns et aux autres, quand un malheur arrive, que tout le monde s'unisse pour effectivement tenter de résoudre cette question et d'aller de l'avant. Merci beaucoup, M. Diatta. Le dernier message que je vais lancer aux familles, le Diola actuellement est en train d'être célébré un peu partout dans le monde. J'avais même reçu un mail. En France aussi, il y a des messes qui sont prévues dans ce sens. Donc un peu partout, il a fait allusion des États-Unis. Donc ça commence à faire un tollé un peu partout. Ça, c'est un acquis de taille. Nous disons aux familles que le travail continue. C'est vrai que c'est très difficile à supporter, mais je leur demanderai toujours de se mettre derrière leur association. Des démarches sont en train d'être entreprises pour que la question soit réglée. C'est vrai que ça peut prendre du temps, comme j'ai eu à le souligner tout à l'heure, que le temps reste notre principal allié. Mais je sais qu'on va y arriver, parce que les questions même, c'est-à-dire les questions essentielles du Diola, 14 ans après, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas réglées. Parce que le véritable problème, comme c'est vrai qu'il a parlé de 2 niveaux, ce qui a été réalisé comme acquis, ça c'est du vrai. Mais la question essentielle, la quintessence du Diola, c'est le renflouement.
c'est la vérité, c'est la justice, c'est la prise en charge psychosociale et l'entretien des cimetières dont vous faites allusion. Ces 5 éléments sont toujours d'actualité. Donc il n'y a rien qui a été fait dans ce sens. Quel que soit le temps que ça prendra, même si ça prend 10 ans, aujourd'hui, j'ai rencontré un orphelin aujourd'hui, ce matin. Qu'est-ce qu'il me dit? Pour les orphelins qui ont été laissés en rade, ils ont constitué une association pour être derrière l'association. Ça, c'est important. Et si je reviens à mon neveu qui disait, quand il avait 3 ans en 2002, quand il sera grand, il va prendre le bateau pour aller sortir son père et tous les naufragés du Diola. Déjà, les orphelins ont commencé à s'organiser et à monter une structure. Demain, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est-à-dire que même si nous, on n'est pas là demain, le combat va continuer. Absolument. Donc le combat va continuer et je sais, à la longue, on y arrivera parce que le bateau sera renfloué. Ça, c'est sûr. Quelle que soit la gymnastique qui sera faite, la vérité va triompher parce qu'une vérité, on ne peut pas la cacher. Absolument. Donc j'encourage les familles à se mettre derrière leur association et à continuer le travail. Merci beaucoup, chers internautes, ce qui met fin à cette édition consacrée à la commémoration du naufrage du bateau le Diola. 14 ans après, beaucoup de questions restent sans réponse, mais pour ces familles, vraiment, le temps reste leur principal allié. Ainsi se termine cette édition. Je remercie mes invités, M. Sissoko, M. Diatta. Je remercie également l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un autre numéro d'Horizon d'Hiver sur www.gms.sn. Au revoir.